Peut-être avez-vous déjà pensé à prendre des animaux au jardin. Des ânes, des cochons, des moutons, des canards. Ce genre de décision n'est pas à prendre à la légère. L'accueil d'amis à poil et à plumes nécessite des connaissances, mais aussi des aménagements. C'est ce que nous allons voir. Avec ma nouvelle équipe, on vous souhaite la bienvenue dans l'émission. Entrez, c'est ouvert! Et quelle équipe! Tu es bien entourée, Virginie. De quoi te donner encore plus de motivation pour aborder notre émission? Parce que ce mois-ci, le programme est bien dense. On passera des gîtes aux bergeries, on parlera de laine fleurie et de pique et pêche, les bons plans de François sur la mise en pot de vos orchidées, on aura droit aussi au conseil bienvenu de Georges sur la taille des arbres fruitiers et on fera un détour par hâte pour rendre visite aux écureuils. Là-bas, Sandrine travaille avec la ville pour apporter une touche naturaliste en centre-ville. Allez, c'est parti, sans plus attendre, on prend la direction des bords de la Lesse. Virginie, tu nous emmènes au gîte de l'Arche de Noé et si j'ai bien compris, c'est l'heure de l'apéro pour tous leurs animaux. Et vu le nombre, eh bien ça risque de prendre un certain temps. Bonjour Marie. Bonjour Virginie. Bonjour Raph. Bonjour. Alors je suis ravie de découvrir votre petit coin de paradis. On est ici près de Dinan, en bord de l'Est, dans un cadre enchanteur. Ce sont les gîtes de l'Arche de Noé. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe ici concrètement? Alors, je suis gestionnaire de gîtes, donc on a 3 gîtes et une tiny house. Et en plus, par amour des animaux, on a recueilli des animaux. Oui, je vois qu'il y a toute une ménagerie là derrière. Vous avez quoi par exemple? Alors, on a 2 ânes, on a un cochon, on a 2 émeus, on a plusieurs oies, des canards, des poules et une dinde. D'accord. Et là, vous vous apprêtez à les nourrir, c'est ça? Exactement. Ah. Alors donc ici on a Javotte, notre vieille ânesse. Donc on commence toujours par nourrir les ânes. Parce que c'est le plus gourmand, il y a un peu une espèce de hiérarchie. Donc il y a Javotte, il y a Gonzague, et puis après moi je nourris les émeus. Donc ici on a Ulysse et Pénélope. On met leur nourriture en hauteur parce que sinon ils se font piquer la bouffe par les autres. Ici je vais nourrir toutes les poules, tu vois ici elles viennent ici comme ça. Je nourris Dandinou, qui est déjà un peu en surpoids. Hein. Oui. Marie, c'est vraiment chouette d'avoir des animaux. Par contre, ce n'est pas une décision anodine à prendre. Non. Ça implique des aménagements, des soins. Oui. Quels sont les besoins des animaux que vous accueillez ici? Donc justement, ce sont tous des animaux qu'on a recueillis. On a déjà dû réfléchir aux clôtures, parce que tu vois, ils cohabitent tous dans la même prairie. Donc il faut une clôture qui soit assez haute pour les émeus. Il faut que les mailles du grillage ne soient pas trop petites aussi pour les émeus, parce qu'ils se sont déjà coincés la tête. Et alors il faut mettre le bois en dessous, c'est pour le cochon, parce qu'à l'époque, elle soulevait le bois avec son groin et puis elle partait. Mais c'est ça, donc il faut connaître un peu les comportements de ces animaux finalement avant de les adopter, pour anticiper tout ça. Il faut de l'espace, il faut aussi de l'eau. Ici, tu vois, on a fait une espèce de petite mare qui est pompée, qui est dans un lagunage et puis qui ressort, même quand il fait chaud, on n'a pas à se fracasser, ils ont toujours à boire. Et en fait, les oies et les canards adorent se baigner. Donc quand tu prends des oies ou des canards, tu dois d'office avoir un plan d'eau. D'accord. Il faut nourrir tous les jours, donc ça implique aussi d'être présent au quotidien. Oui, c'est sûr que nous, quand on part en vacances, c'est compliqué. Il faut d'office quelqu'un qui vienne garder la maison, qui vienne s'occuper des animaux. Il y a le vétérinaire aussi. Le vétérinaire qui vient régulièrement pour les vaccins, qui vient voir si tout le monde va bien. Les ânes, il faut leur faire leurs pieds. Donc le maréchal Ferrand vient tous les 3 mois, je pense, plus ou moins, pour leur faire un peu en fonction des besoins. Pareil pour le cochon. Il faut lui couper les ongles des pieds aussi. Puis il y a certains animaux qui grandissent et on ne s'attend pas spécialement à ce qu'ils prennent une certaine taille, comme les émeus par exemple. Oui, c'est ça. Vous avez recueilli petits. Oui, qui étaient dans un jardin de ville qui n'avait pas du tout d'espace, qui sont arrivés chez nous et qui prennent effectivement beaucoup de place, qui ont besoin de courir, comme les ânes, ils ont besoin de pas mal brouter. En fait, au départ, vous n'êtes pas un refuge, non, pas mais du tout. Petit à petit, vous accueillez comme ça des espèces qui ont mal atterri, on va dire. On prend plaisir à les accueillir chez nous pour leur offrir une meilleure vie. Et ça part justement du fait que ce sont des gens qui ont pris ces animaux à la base parce qu'ils avaient envie d'en avoir, mais sans vraiment se rendre compte des conséquences que ça pouvait avoir sur leur vie de tous les jours. Oui, c'est ça. Alors je vois aussi un abri là-bas. Oui. Tu peux un peu m'expliquer? Si tu veux, je te montre. Ah ben allons voir, oui. Bon, ça c'est l'abri des ânes alors Marie? Oui, donc en fait c'est 3 en 1, tu vois, chez nous. Donc il y a une partie pour les ânes, parce que les ânes n'aiment pas la pluie, mais ils détestent, ils craignent vraiment les courants d'air. Donc dès qu'il fait un peu froid, ils vont à l'abri. Et tu vois, en hiver, on leur amène une petite mangeoire, on leur met du foin. D'accord. Le voisin, ici, la voisine. Dandinou. Alors elle, c'est vraiment essentiel qu'elle ait un abri. Donc quand on prend un cochon, vraiment,
Elle en a besoin, tu vois, elle se fait un nid. D'ailleurs, elle va souvent voler de la paille chez les ânes pour agrandir son nid. Même parfois, on la voit, elle va chercher des branches et tout pour agrandir son nid. Et donc, elle, dès qu'il fait un peu froid, tu la vois plus. Elle se met là et alors, parfois, elle s'enfuit vraiment en dessous de la paille. D'accord. Et puis alors, t'as les poules, mais il faut rentrer par là. Et donc, eux, ils ont un abri aussi. Et souvent, quand elles couvent, on les laisse couver, elles font ça ici à côté, quoi. Après, c'est vrai, j'ai parlé des canards et des oies tout à l'heure. Ils ont moins besoin d'avoir un abri. Ils peuvent rester dehors. Écoute, en tout cas, c'est passionnant. On voit que vous faites ça avec beaucoup de cœur. Et c'est important de se rendre compte de ce que ça implique d'accueillir des animaux chez soi. Même 2 ânes, même juste voilà, quelques poules. Ça demande de l'attention. Oui, c'est vraiment de l'espace. Quand même des finances parce que ça coûte cher et alors de la présence quoi. Il faut être là. Mais c'est aussi beaucoup de plaisir. Hein. Oui, c'est sûr qu'à la base on a pris les animaux parce qu'on les adore donc tu as vraiment beaucoup d'interactions par exemple avec les ânes. C'est vraiment des animaux avec qui tu peux vraiment interagir. Dandino aussi, là c'est parce que vous êtes là, ils sont un peu timides entre guillemets mais c'est des animaux avec lesquels tu peux vraiment avoir beaucoup de contact. Moi j'avoue que c'est mon petit coup de cœur. Hein. Dandino, j'avoue que elle est assez terrible. Hein. Ouais, elle est sympa. Hein. Marie, un grand merci pour ton accueil, c'était vraiment super intéressant. Ben, merci à vous d'être passé, c'était avec grand plaisir. On espère revenir à l'occasion. Quand vous voulez. Bon, et toi Seb, ça te dirait d'avoir des animaux chez toi? J'adore ça. Après, Dandino, il prend de la place. Il faut déjà avoir un sacré jardin. On parle d'un minimum de 400 mètres carrés pour un cochon. Tu imagines? Je vais rester avec mon poulailler au milieu de mon verger. Tiens, d'ailleurs, si c'est un vrai plaisir de profiter de ces arbres fruitiers au jardin, on se pose souvent beaucoup de questions. Quand? Comment tailler son pommier ou son poirier d'ailleurs pour qu'il produise des fruits? Tiens, la fin de l'hiver est-elle le bon moment pour le faire? Et finalement, qui de mieux que notre vieil ami Georges pour répondre à toutes ces questions? Allez, je vous laisse. Bonjour Georges. Bonjour Virginie. Je vois que tu es déjà au travail. Tu es en train de tailler ton poirier. Oui, je taille. C'est le sujet du jour. C'est le moment de tailler les arbres. Il faut que ça soit fait plus tard pour le 15 mars. Les arbres fruitiers, hein, c'est ça. Fruitiers, évidemment. Alors comment on fait? Explique un peu. Bien, il y a des arbres qui portent sur le bois d'1 an, d'autres sur le bois de 2 ans. Hein, donc il faut équilibrer sans avoir une récolte chaque année. On taille les arbres, c'est pour les faire porter. Sans quoi, une année, ils vont faire du bois. Ils ne feront pas de fruits. L'année suivante, ils feront des fruits et pas de bois. Alors, je vais tailler en avant. Donc, bois d'1 an, c'est ce qui a poussé durant l'année. C'est ce qui a poussé durant cette année-ci. Hein. OK. Alors, il y a une petite cicatrice ici. Ouais. Là, nous sommes dans le bois de 2 ans. Et les bourgeons sont plus gros, d'ailleurs. Ils sont plus gros. Celle-ci, je vais couper dans le bois de 2 ans. Si je coupe dans le bois d'1 an, que va-t-il se passer? J'en appelle de sève. La branche va partir à la direction des derniers bourgeons. Ma branche n'est pas alimentée, je n'ai pas de fruits. En coupant dans le bois de 2 ans, j'aurai des fruits, tu vois, les bourgeons sont déjà... Par contre, tu ne vas pas couper tous tes rameaux comme ça, sinon l'arbre ne se développe plus. Non, un tiers dans le bois d'1 an, un tiers dans le bois de 2 ans, un tiers qu'on ne coupe pas. Sans oublier le 4e tiers, c'est les lagages. D'accord, ça permet évidemment à l'arbre de continuer à se développer d'année en année. Parce que si on coupait tout, il y aurait un problème. Très bien. Alors tu as un prunier aussi, Georges, oui, et là, la taille elle est un peu différente. Tout à fait différente, oui, on va y aller. Eh bien, je te suis. Eh bien, voilà le prunier. Oui. Alors, le prunier se taille en arête de poisson. C'est-à-dire, on va couper tout ce qui pousse au-dessus de la branche, comme ceci, par exemple, c'est un beau tire-sève, et tout ce qui pend vers le bas. Tout ce qui pend en dessous, ça ne porte pas de fruits, ça n'est pas alimenté. Donc, on considère vraiment 45 degrés de part et d'autre dans l'horizontale. Et qu'est-ce que tu utilises comme outil? Je vois une scie. Alors, le sécateur pour les petites branches, et la scie, c'est pour les grosses branches. J'en ai une, par exemple, celle-ci. Tu vois, c'est une branche. Regarde, il y a un tire-sève là-bas, elle pendouille de l'autre côté, on n'en portera jamais. Donc, j'avais la sciée. Et alors ici, Georges, je vois, il y en a une qui redescend. Tu peux l'enlever aussi, alors oui, oui. Et ce tout ici, ça s'appelle comment, ce que j'ai là? C'est un ébrancheur. Un ébrancheur. Et tu en as aussi pour aller couper très très haut. Ah oui, je suis équipé aussi pour aller couper en hauteur. Voilà, je l'ai enlevé. Ah ben ça va, magnifique. Parfait. C'est cet outil-là, c'est ça? C'est celui-ci, hein, tu vois, c'est un sécateur à rallonge qui permet d'aller quand même très en hauteur, sans se fatiguer, sans prendre de risques. Tu es bien équipé. Il faut. Ok, je pense qu'on a bien retenu les principaux conseils de taille. Georges, merci beaucoup. Voilà. Et à vous de jouer. Des conseils précieux sur des images pleines de poésie. On nous régale à la réal. Merci Georges. Je sais que je ne dois pas trop tarder du coup. Pendant ce temps-là, je vous laisse entre les mains de François. Tiens François, tu voulais nous parler des orchidées si je ne dis pas de bêtises. Mais tiens, tu n'es pas chez toi?
Bonjour Sébastien, donc aujourd'hui je suis venu au Serpesle pour vous parler des orchidées. Donc je suis ici en compagnie de Jean-Marie qui va dans un premier temps vous expliquer les différents types d'orchidées qu'il existe pour embellir vos intérieurs. En fait, les orchidées d'intérieur représentent une grande variété de plantes. On trouve notamment des orchidées terrestres qui se développent dans un milieu terreux comme le cymbidium, mais on a d'autres plantes comme le sabot de Vénus, les cambrias. D'ailleurs, celles-ci, elles sont bonnes. Dans les intérieurs, c'est toujours très agréable. Oui, ça dégage pas mal d'odeur, en effet. Et ce que je te propose, François, aujourd'hui, c'est cette orchidée-ci qui a beaucoup de racines qui dépassent hors du pot et quelques-unes à tailler pour la rempoter. Nous allons faire les soins adéquats. Donc on voit en effet qu'il est important de réaliser un nouvel empotage parce que les racines débordent du pot. Donc on a des racines notamment qui sont en pleine vie, mais on a aussi des racines brunes, nécrosées, séchées, qu'il va être important de couper avant de procéder à l'empotage. Donc pour les couper proprement, je vais m'équiper d'un petit sécateur qui aura été préalablement désinfecté et je vais retirer délicatement l'orchidée de son ancien pot pour le mettre dans un nouveau pot à l'aide d'un nouveau substrat. Donc ce substrat, ce sera un substrat spécifique pour les orchidées épiphytes comme les phalaenopsis. Ce substrat a la particularité de contenir notamment des morceaux d'écorce et aussi de la tourbe de sphaigne qui va permettre donc un bon drainage, une bonne aération du pot pour avoir des racines saines et vigoureuses. Il sera aussi important de ne pas confondre ce substrat avec un substrat plus pour les orchidées terrestres, donc l'autre type d'orchidée que Jean-Marie vous a proposé, qui est un substrat un peu plus fin, un peu plus tourbeux, qui va retenir un petit peu plus l'humidité. Ben voilà Jean-Marie, tu tombes bien, voilà que je termine justement de rempoter ici l'orchidée. Donc tu vois, j'ai laissé les racines vivantes ici bien déborder du pot. C'est très important. Oui. C'est très important parce qu'en fait, elles font la photosynthèse. C'est d'ailleurs pour ça qu'on utilise un pot transparent pour que les racines puissent aussi faire la photosynthèse. Mais quand c'est un cache-pot, il faut les laisser sortir également à l'extérieur. Et les orchidées à l'intérieur, souvent, ont des problèmes d'humidité, surtout près des sources de chaleur. Il faut essayer de les éloigner. Et pour cela, donc, on utilise généralement un brumisateur pour compenser le manque d'humidité par une humidité extérieure. Et on peut également arroser. Donc c'est important effectivement de bien arroser ici l'orchidée. Donc on veillera pour garder la floraison la plus longtemps possible, avoir une plante bien verte et en pleine santé, à ajouter à l'eau d'arrosage un engrais liquide, donc un engrais liquide organique, donc tout à fait doux, à raison de 5 ml pour 1 litre d'eau. Et de cette façon-là, on va apporter de l'eau qui va aussi nourrir l'orchidée correctement. Et si les orchidées sont très sèches, on peut aussi procéder à un trempage dans l'eau pendant quelques minutes, 4-5 maximum, pour éviter que les orchidées ne s'asphyxient, ne pourrissent. Et après, on doit procéder à un égouttage, absolument, pour ne pas laisser d'eau stagnante dans les soucoupes ou les cache-pots, sans quoi elles risquent de mourir. Et pour terminer, il est très important de garder les orchidées dans un endroit où le soleil ne brille pas trop, de façon à ce que les orchidées ne sèchent pas et ne brûlent pas non plus sous l'action directe du soleil. Ben voilà, merci Jean-Marie pour tous ces conseils et à bientôt. Merci messieurs. En plus, ne dit-on pas que l'orchidée attire les énergies positives et favorise leur circulation dans la maison ? Ça peut être pas mal d'avoir ça chez soi, surtout à la veille des fêtes de fin d'année. Tiens, en parlant d'énergie positive, certains la puisent chez nos amis les animaux. Et je pense que Virginie nous attend dans un endroit plein d'énergie, la bergerie de la ferme du Lompré, en province du Luxembourg. Sylviane, on est très heureux de découvrir cette magnifique bergerie. On est à la converserie à Tenneville. Alors, tu nous as retrouvés ici parce que tu es la responsable du projet Laine Fleurie de Natagora. Raconte-nous un peu cette belle aventure. Eh bien, dans pas mal des réserves, on a recours aux moutons pour la préservation des milieux. On les utilise pour l'entretien des pâturages. Et c'est grâce à eux qu'on a des pâtures fleuries. Ça fait plus de 20 000 ans que les moutons existent. Et c'est eux qui ont permis à toute cette flore exceptionnelle de se développer, et évidemment tous les insectes qui vont avec et autres. Alors cette laine, elle n'était pas valorisée jusqu'il y a peu, mais toi tu as eu l'idée justement d'en faire quelque chose. Mais oui, la laine fleurie, et elle porte son nom puisque c'est grâce aux moutons qu'on a les fleurs dans les pâtures, et
c'était trop triste de jeter cette matière naturelle, pleine de qualité. Et donc, on la transforme et maintenant, on en fait des produits qu'on peut proposer localement. C'est génial, des produits magnifiques qu'on va découvrir un petit peu plus tard ici. Mais avant tout, moi, j'ai bien envie de faire connaissance avec ces moutons. Ce sont des races rustiques, hein, c'est ça? Oui, c'est les races qui conviennent très bien pour tout ce qui est milieu réserve naturelle. Et je vais vous présenter Sophie, qui est la bergère du lieu. Avec grand plaisir, je te suis. Alors Sophie, tu es donc la bergère de ce beau troupeau. Oui, c'est bien ça. Quelle belle activité, ils sont hyper sympathiques. Alors, qu'est-ce que ça implique pour un éleveur de faire pâturer des moutons en réserve naturelle? On est mandaté par Nat Agriwal notamment pour entretenir des réserves. Donc on doit suivre un cahier de pâturage très strict par rapport au nombre d'animaux sur les terrains, par rapport aux durées qu'elles vont passer en forêt, parce que nous c'est principalement en forêt, et aussi par rapport aux produits et médicaments qu'on leur donne. Donc ça c'est à peu près rien. Donc elles partent en forêt et toutes les 3 semaines, 1 mois environ, on déménage tout le monde, clôture y compris. D'accord. Et alors grâce à ça, ils peuvent regarder dans les pâturages ici autour. Par exemple, là, cette année, on a retrouvé des orchidées qui avaient disparu depuis plusieurs années. Génial. Donc ça veut dire que le travail des moutons est efficace. Elles vont manger tout ce qui est ligneux, tous les futurs arbres, et permettre de garder les plaines ouvertes. Ok. Voilà. Alors, c'est une race rustique? En fait, ici, ce sont principalement des brebis entre Sambre et Meuse. C'est une race locale très menacée en Belgique, qui a vraiment failli disparaître dans les années 90, qu'ils ont retrouvée un peu par hasard. C'est une race super, elle a une laine de très très bonne qualité. Justement, cette laine, elle est utilisée pour les produits de la laine fleurie. Tout à fait. Quelles sont les différentes étapes depuis la tonte jusqu'à justement la réalisation de ces beaux articles? Généralement, les gens tondent au printemps. Nous, on tond en novembre parce qu'elles rentrent en bergerie. L'avantage, c'est qu'on peut regarder leur état d'embonpoint, voir si elles sont en bonne santé. Celles qui sont mises au bélier, on verra tout de suite voilà, si on est près de la date, si le pic gonfle, etc. L'agneau aura plus facile aussi pour trouver le pic. Et alors, vu qu'elles sont enfermées ici du mois de novembre jusqu'au mois de mars, avril à peu près, ça évite tous les problèmes de peau comme les parasites. Voilà. Puis elles ont moins chaud parce que une poison en hiver, c'est chaud. Et puis une fois que la tonte est réalisée, il y a différentes étapes après de traitement de la laine. Exactement. Donc en fait, on a 3 tondeurs qui viennent tondre toutes nos brebis en une journée. La laine est récupérée et triée, puis elle est envoyée dans les différentes filières pour avoir ici des magnifiques pulls. Comme celui que tu portes. Très très beau en effet. Alors justement, ici dans Très c'est ouvert, on s'intéresse à l'accueil d'animaux d'élevage chez soi. Quels sont les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui veut accueillir 1 ou 2 moutons à la maison, au jardin? Alors, un mouton déjà, c'est 2 ou 3 moutons. Un mouton, il ne peut pas vivre tout seul, c'est un animal qui est grégaire, qui vit en troupeau. Il faut avoir un minimum de prairies, de pâture. Il n'y a pas besoin de très grands espaces, mais il faut qu'il soit bien clôturé. Le mouton, c'est un animal vraiment facile et sympa, avec un peu de bon sens. Donc, pouvoir avoir un accès à du foin en hiver, de l'eau de bonne qualité toute l'année, évidemment. Un petit complément de graines, elles adorent ça. Et voilà, de l'observation. Et alors, si on veut faire aussi un mouton naturel, c'est beaucoup de préventifs, notamment par rapport aux vers, par exemple, et aux maladies. Avoir un vétérinaire qui fait des analyses préventives plutôt que de vermifuger un peu tout, n'importe comment, parce que ce sont des produits qui peuvent être très toxiques pour l'environnement. D'accord, super. Voilà. Écoute, merci beaucoup Sophie. On va aller voir les fameux produits laine fleurie un peu plus près. Alors Sylviane, tu es arrivée avec un échantillon des produits de la laine fleurie. J'ai bien envie de les découvrir. Je te montre ça, c'est juste là. Avec les moutons à côté, on est dans du circuit super court. On ne peut pas faire plus court. Alors ici, on a la laine lavée telle qu'elle revient de chez Tretex, ici à Verviers. On peut la carder, ça permettra de faire tous des produits en feutre, à l'eau et au savon. On a le fil ici, qui nous permet de faire tous les produits tricotés. Regarde, ici, tu as un châle, tu as un pull, ou bien les produits tissés, un plaid, un coussin. Magnifique. Et voilà. Et tout ça, ce n'est qu'un aperçu de tous les produits de la laine fleurie. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site internet, ainsi que les dates des marchés où vous les procurez. Bon Seb, je pense que j'ai trouvé ton cadeau de Noël. Regarde ce bonnet, magnifique, il t'ira ravir. Avec ça, je suis sûr d'avoir la laine fraîche. Bon, ok, c'était pas ma meilleure. Merci en tout cas à tes invités pour ces belles découvertes. Allez, c'est l'heure de notre moment nature, ou plutôt guide nature, avec notre partenaire, les Cercles des naturalistes de Belgique. Nous dressons le portrait de guide nature. Ces guides vous proposent des activités toute l'année. Ici par exemple, nous prenons la direction de Hatt pour rencontrer Sandrine. Elle nous explique tout ça. Je m'appelle Sandrine, j'habite à Hatt. Je suis guide nature
des cercles naturalistes de Belgique. Donc ce sont des hommes et des femmes qui sont passionnés, qui font partie d'une grande famille qui sont les cercles des naturalistes de Belgique. Ici à Ath, c'est le cercle Les Écureuils. Alors notre spécialité, c'est de travailler avec la ville. On a différents projets et donc c'est également des balades guidées. Il y a un peu de tout, faire des observations sur des permis d'urbanisme, des demandes de permis. Ça permet d'apporter la touche naturaliste et d'adapter les projets qui sont prévus. Alors on propose notamment des balades guidées animées aux carrières de Mafle. Donc plutôt que d'être un public entre guillemets passif qui reçoit des informations, je fais jouer les gens. Ça leur apprend à voir la nature différemment et à se dire tiens, maintenant quand je vais aux carrières de Mafle, je sais que là je vais trouver des lézards par exemple. Je vais aller tout doucement et vraiment ne plus voir ça c'est vert, ah mais non ça c'est telle plante et là il y a tel endroit où je peux trouver tel animal. La photo c'est important pour identifier la nature. Il y a une base de données qui s'appelle observation.be et qui permet de récolter plein d'informations et donc d'agir. Par exemple s'il y a un endroit où il y a beaucoup d'animaux qui sont écrasés, par exemple on pourrait imaginer un écureuil-duc, se dire là ça fait 2-3 fois d'affilée qu'on trouve un écureuil mort, on peut agir et dire écoutez les gars, posez un écureuil-duc, donc un fil en hauteur qui permettrait aux écureuils de passer et de plus se faire écraser. La ville a décidé de faire un projet pour sauvegarder le martinet. Je suis allée voir le service environnement et j'ai proposé que notre cercle les aide à identifier les cavités pour prévenir les propriétaires. Les martinets ne venant que quelques mois sur l'année, de fin avril à fin juillet, on dit ça va, il n'y a pas d'animaux, on refait une belle corniche, on bouge tous les trous, mais en fait l'année suivante, le martinet revient toujours à la même cavité. Il ne va pas comprendre que sa maison n'est plus là en fait, son nid n'est plus là. Ça permet à la ville d'avoir un inventaire des lieux où niche le martinet et de prévenir les propriétaires pour, d'une part, s'il y a des travaux, proposer une solution, de toujours avoir une infractuosité pour que le martinet puisse venir nicher. Le cercle Les Écureuils à Ath a été fondé en 2016, donc on va bientôt fêter nos 10 ans. L'année prochaine, on va pouvoir planifier des activités et préparer peut-être un gros événement pour fêter les 10 ans du cercle. La formation guide nature des CNB a 50 ans. Alors laissez-vous guider en pleine nature, près de chez vous ou partout ailleurs en Belgique d'ailleurs, grâce au Cercle des naturalistes. Pour plus d'infos, prenez rendez-vous sur leur site internet. Allez, un dernier petit tour au jardin avec Virginie. Après le martinet, elle a décidé de nous parler du pic et pêche. Pourquoi pas ? Le pic et pêche est le plus commun de nos pics. C'est une espèce qui est forestière au départ, mais qui fréquente volontiers les parcs et les jardins arborés. Cet oiseau a un plumage absolument magnifique, blanc, noir et rouge. Le pic évolue toute sa vie dans les arbres et il est vraiment profilé pour cette vie arboricole. Il a un bec long et puissant pour tambouriner. Il a aussi des pattes assez robustes qui sont munies de longs doigts terminés par des griffes très puissantes elles aussi. 2 sur le haut, 2 vers le bas. Ça lui permet de s'accrocher au tronc et de se déplacer facilement. Et sa queue lui sert d'appui. C'est un véritable acrobate et il n'est pas rare de le voir se déplacer la tête en bas. Le pic loge dans les troncs ou les branches des arbres. Il va y creuser un trou pour y nicher. Et ce qui est assez surprenant, c'est qu'il va l'utiliser une seule fois. Par contre, d'autres espèces d'oiseaux pourront fréquenter ce petit gîte déjà clé sur porte, comme les tourneaux par exemple, qui occupent souvent des trous de pic délaissés. Certains surnomment d'ailleurs le pic et pêche agent immobilier de la nature. Cet oiseau se nourrit essentiellement d'insectes et de larves d'insectes du bois qu'il va extirper avec sa langue collante après avoir brisé l'écorce avec son bec bien pointu. Durant l'hiver, le pic et pêche devient granivore. Il affectionne les fruits riches en lipides, comme les noisettes ou les noix par exemple. Et ce qui est assez drôle, c'est que pour ouvrir les noix, il va les coincer dans la fissure d'un arbre. Ici dans le cerisier, il y a ce qu'on appelle une forge. Et donc il coince la noix et puis il va taper dessus pour l'ouvrir et aller chercher la petite moelle. Voilà. Et nous, au jardin, on a mis en place un dispositif inspiré de la nature pour pouvoir l'observer plus facilement. On place des troncs d'arbres morts dans lesquels on fait des petits trous et on va y coincer aussi les noix. Et ça nous permet de voir l'oiseau de bien plus près. C'est un spectacle magnifique. On peut aussi accueillir le pic et pêche en installant un nichoir adapté. On en a mis un sous notre tilleul. On espère vraiment un jour y voir une nichée.
Et j'espère que tu nous ramèneras les images, Virginie. Voilà, c'est déjà la fin d'Entrée c'est ouvert. Merci Virginie, merci à tous tes invités. Un numéro vraiment bien dense, mais tellement ressourçant. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité à vous téléspectateurs. Alors n'hésitez surtout pas, parlez-en autour de vous et retrouvez tous nos replays et nos bonus sur les pages Facebook et YouTube de l'émission. Commentez-les, partagez-les, faites ce que vous voulez. Mais donnez-nous de la voix. À tout bientôt. Ce mois-ci, notre partenaire DCM vous propose de gagner au choix soit du substrat pour le rempotage de vos orchidées, soit de l'engrais liquide adapté pour leur permettre de développer des racines saines et vigoureuses. Pour remporter ce concours, c'est très simple. Répondez à la question suivante. Quelle est la race principale des moutons du troupeau de Sophie ? Envoyez-nous la réponse par mail à concours@canalzoom.be ou par message privé sur la page Facebook d'Entrée c'est ouvert. Bonne chance!